Mais si, mais comme ça, ceux qui sont à la maison peuvent le voir aussi. Ça toujours. Ça t'embête que je descende pas, c'est ça? Tu veux que je descende? Tu veux que je descende comment? Comme ça? Non, dans l'autre sens. T'es sûr? Ouais. Vraiment? Ouais. Bon, allez. Attends, qui j'ai montré? J'ai montré jusque 10, donc je peux descendre. Voilà. Et après, je vais encore descendre. Ça va, vous avez regardé? Oui, donc Jada. Attends, je vais encore redescendre. Et il y en a toute une série qui n'ont pas été évaluées. Mais ah, mais non, j'ai pas encore corrigé l'autre groupe, c'est pour ça. C'est pour ça. J'ai pas encore eu le temps, ils ont fait ça mardi. Et... Ça tourne autour des... Ça va, vous avez tous vu? De toute façon, vous pouvez vous le mettre sur la vidéo, hein, après en boucle. Bon, il y en a quand même quelques-uns, Jada, je me souviens plus exactement des détails, mais c'était pas encore parfait. C'est pas loin, hein, mais voilà. Voilà, il y a Estelle, mais elle n'est pas là. Et Ahmed aussi, ça c'était vraiment... T'es passé à côté, t'avais pas bien étudié ou quoi? J'avais pas bien compris. T'avais pas bien compris? Ok, parce qu'il faut le faire à l'avance. Hein. Je vous ai dit, ce truc-là, c'est quand même un des chapitres les plus difficiles de l'année. Hein. C'est vraiment le chapitre de 5e. Il faut avoir bien intégré. Quoi? Je vais essayer, en effet, d'en mettre encore une. J'aimerais bien encore en mettre une. Mais, donc, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Enfin, ce que j'arrive pas à faire, je le ferai à l'examen, quoi. Donc c'est comme si vous alliez avoir une ou deux interros à l'examen aussi. Hein. Donc ça va rajouter encore des points. Hein. Ça va? Quoi? Ça va, hein, mais il y a quand même quelques mécanismes, mais en général vous faites ça bien. Si vous étudiez bien. Quoi? Ben oui, c'est le suivant. Si, c'est le suivant. Chut, Amine, c'est le suivant. C'est l'interro suivante et après on va voir, mais peut-être que j'arriverai pas à faire l'évaluation qu'on fera. Oui, mais écoute Jada, tu n'écoutes pas. J'arriverai peut-être pas à la faire en session, enfin hors session, mais au pire je la fais en session. Donc voilà, ça revient en même. Mais enfin, ça revient en même, c'est juste que j'essaye de vous alléger la dernière session le plus possible. Mais pour ça, je dois quand même avoir fini la matière, quoi. Enfin, vous voyez, il y a quand même des choses que je dois avoir vues pour être tranquille. Ça va? Pour être sûr que ça se passe bien l'année prochaine. Alors normalement, avec mes calculs, j'aurais dû pouvoir tout finir la matière, mais vu qu'on a prolongé encore plus le temps mix, j'ai perdu quand même beaucoup d'heures avec toutes les doubles interros qu'on a dû faire. Donc j'ai perdu plus de temps que ce que j'avais évalué au départ. Donc on va avoir du mal à finir tout à fait, mais il y a quand même des choses que je dois avoir fait pour l'année prochaine pour être tranquille. Ça marche? Il y aura d'autres interros, donc. Je répète, soit je fais une interro parce que j'ai le temps, soit cette interro est remise lors de la session d'examen. Mais ça reste la même chose, c'est une interro, elle sera faite, c'est tout. Vous comprenez? Mais ça, pour ce bulletin, ça c'est pas du tout garanti. Et on s'en fout du bulletin. Le bulletin, c'est le point photo qu'il faut voir. S'il n'y a qu'une interro, c'est pas représentatif. Ce qu'il faut, c'est regarder le total. Le TJ, c'est le total qui va compter, c'est pour que vous sachiez ce qu'il vous reste à faire dans la matière. C'est ça qu'il faut voir. Voilà. Donc, pour les examens, enfin, donc pour le TJ, ici, donc je répète, c'est vraiment le total qui compte. Ça va? C'est pour que vous voyez, il n'y aura pas d'examen chez moi. Ça va? C'est juste que du TJ. Ça va? Donc même si, pour le moment, j'ai pas encore réussi à demander de savoir si je peux supprimer même les points que j'ai mis dans l'examen, même parce que c'est pas dans l'examen que j'avais mis en janvier, en décembre, c'était pas des points d'examen, c'était points de TJ, c'était juste pour un truc d'équilibre. Donc pour cette année, il n'y a que du TJ, quoi. Ça va? Donc c'est le total qui compte, comme ça vous savez si vous devez encore un peu carburer ou pas. Enfin, ou pas, vous devez toujours, hein. Mais juste de savoir si vous devez vraiment y aller à fond et tout rattraper, ou si vous êtes OK, il suffit de continuer comme ça. Ça marche? C'est ça l'idée. Et il n'y aura pas de commentaires, c'est ça que je voulais dire, parce que j'ai perdu le fil un moment quand tout le monde est rentré. Il n'y aura pas de commentaires dans les bulletins. Ça va? Il y aura juste les points, à moins qu'il y ait l'un ou l'autre prof qui veulent faire un commentaire, mais ça va? A priori, on n'en fait pas parce que...
C'est vraiment juste pour que vous voyez vos points. Ça va? Alors, on reprend. Tac. On était là. C'était avec vous que j'avais fait ça? Non, hop, c'était l'autre groupe. Est-ce que vous avez regardé la dernière vidéo? Il faut. Parce que, bon, je ne vais pas vous réexpliquer 36 000 fois, mais vous prenez du retard. Il faut le faire au fur et à mesure, pas tout à l'arrache. Vous avez vu aussi que maintenant c'est publié sur YouTube. Partout maintenant, je les mets toutes sur YouTube. Le double système, j'ai du mal. Ok? Donc, mini rappel. On a vu une réaction complète. Donc une réaction complète, c'est au moins des réactifs qui réagissent complètement. Une réaction impossible, c'est aucun des réactifs qui réagit complètement. Et une réaction incomplète, c'est aucun des réactifs qui ne réagit complètement. Il faut avoir bien intégré le sens de ça. Ça va? Et donc nous, on va s'intéresser à ces trucs-là et on va voir. Alors, on va mettre du temps, mais à la fin de tout ça, je ferai une synthèse de tout ça, de tout ce que j'aurai introduit. Et avec cette synthèse, vous devrez pouvoir faire facilement les exercices. Ça va? Mais il faut avoir quand même bien compris les concepts qui sont derrière. Alors, du coup, j'ai commencé avec l'enthalpie la dernière fois et j'ai expliqué qu'une réaction exothermique, c'est une réaction qui libère de l'énergie. Donc, vous avez les réactifs. Amine, c'est le moment maintenant de prendre son cours, d'être prêt, de prendre note. Les réactifs deviennent des produits et libèrent de l'énergie. Ok? À l'inverse, exo, donc vers l'extérieur, c'est on produit de l'énergie. À l'inverse, une réaction endothermique, elle absorbe de l'énergie. Ok? Ça va ça? Non, c'est chimie. C'est chimie, c'est équilibre chimique. Ah, c'est chimie. Il y en a plein qui n'ont pas regardé la vidéo. C'est moi qui alors. Ah, je me disais bien. Ça va? Alors, du coup, je reprends là-dessus. Et on était arrivé, je suis juste ici, pas dans le bon cours. 5G, hop, équilibre. On était arrivé ici, arrête de sauter, à l'enthalpie et la variation d'enthalpie. Donc, je vais essayer de bien vous expliquer ça. L'enthalpie, c'est pas un concept si difficile que ça. Ça a l'air un peu, c'est un nom un peu barbare, mais en fait, c'est pas si difficile. C'est que faut imaginer les substances comme des contenus énergétiques. Donc, dans les liaisons, dans les molécules, vous avez une substance, une molécule, il y a des liens, entre les atomes. Dans ces liens, il y a de l'énergie. Plus le lien est fort, plus il y a de l'énergie. Vous imaginez un ressort, vous voyez le ressort, vous compressez un ressort, vous l'étirez, vous voyez que vous pouvez avoir de l'énergie dedans. Dans ces liaisons, entre atomes, il y a de l'énergie. Ça veut dire que certaines substances possèdent plus d'énergie que d'autres à l'intérieur d'elles. Vous comprenez l'idée? Et donc, c'est ça ce concept d'enthalpie. L'enthalpie, c'est un contenu énergétique qui se retrouve dans une substance. Et donc ici, par exemple, l'enthalpie d'un réactif, c'est le contenu énergétique qui se trouve à l'intérieur d'un réactif. Est-ce que c'est clair? Ouais? Réactif, c'est clair? Si j'avais rappelé la dernière fois, mais ça doit être compris. Les réactifs, c'est quoi? Vous voyez le corbeau qui passe ici au-dessus? Il y en a qui connaissent la référence. Donc, un réactif, c'est pour ça que j'ai mis R et P. Réactif, c'est les substances qui se situent avant réaction. Avant la réaction, mais des substances ensemble, c'est ce qu'on appelle les réactifs. Les substances qu'on obtient après réaction, c'est ce qu'on appelle les produits. Donc les réactifs deviennent des produits et de l'énergie, ou les réactifs de plus de l'énergie deviennent des produits. C'est les réactions endothermiques et exothermiques. Est-ce que ça va? Oui? Il faut réussir à intégrer tout ce que j'ai dit. C'est bon ou pas? Ouais? Ok, donc vous pouvez indiquer l'enthalpie d'un réactif, c'est le contenu énergétique, j'écris pas tout, d'un réactif. Ok? Contenu énergétique d'un réactif.
Et ensuite, l'enthalpie d'un réactif est symbolisée par HR. Donc H c'est l'enthalpie, R pour réactif. Les unités, vu que c'est un contenu énergétique, c'est quoi les unités? À votre avis? L'énergie, c'est quoi? Ça s'exprime en joule. J'ai tout donné là pour que vous reconnaissiez. Hein. Donc, joule. Ça va? Enthalpie d'un produit, dites-moi la définition, ce sera quoi? Allez, je sens que vous êtes un peu, vous réfléchissez pas, hein, vous êtes hyper passif. Le contenu, donc l'enthalpie d'un réactif, c'est quoi? Quelqu'un répète? Il suffit de répéter ce que j'ai dit. Hein. Enthalpie d'un réactif. C'est le contenu énergétique. De quoi? Réactif. Ok. C'est quoi l'enthalpie d'un produit? C'est le contenu- Merci. Le contenu énergétique d'un produit. Allez, hop! Vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites connexions qui se font plus là. Hein. Vous êtes tout mou. Faut pas se laisser aller à la passivité, c'est encore pire. Hein. Ça marche? Tout le monde a noté? Et donc, à votre avis, comment je vais symboliser le contenu, l'enthalpie, pardon, d'un produit? Comment j'ai symbolisé l'enthalpie? Allez. HR, c'est l'enthalpie du réactif. Et donc l'enthalpie du produit, ce sera, voilà, HP. Quelles sont les unités? Joule. Ça va un peu mieux? On s'est réveillé? Il faut se réveiller. Alors, voyons un peu une réaction exothermique. Allez, petite question. J'avais déjà posé aux autres et on va voir ceux qui ont vu la vidéo ou alors ceux surtout qui réfléchissent. Si je brûle du bois, c'est une réaction exothermique ou endothermique? Exothermique. Exothermique. Alors pourquoi? Non, non, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que si vous dites ça, ça veut dire ça en même temps. Non, ça c'est une mauvaise analyse. Tu dois avoir confiance en toi et sur tes arguments. Argumente-moi. Parfois je me trompe même. Donc argumente. C'est pas parce que je vous fais des trucs comme ça qu'il ne faut pas se baser là-dessus. Il faut essayer de Le feu, c'est à l'extérieur. Donc pourquoi? Le feu, il est à l'extérieur. Hein. C'est quoi une réaction exothermique? Réaction extérieure. Ça donne quoi? J'ai pas bien compris. Hein, C'est une réaction extérieure. pas une réaction extérieure, c'est pas ça que ça veut dire. Hein. Réaction qui produit C'est l'énergie. Vous voyez? Ça va? C'est le produit de l'énergie. Parce que quand on brûle du bois, ça produit de l'énergie. Oui ou non? Oui. le feu. Oui ou non? Oui. Vous êtes sûr? Non. C'est bien, il faut être sûr de soi. Toi, t'es pas assez sûr. Oui. Quand vous faites un feu chez vous, c'est pour faire quoi? Pour vous réchauffer, hein? Tu le fais pas pour refroidir la pièce. Ouais? Alors, est-ce que quelqu'un dit non pour une certaine raison? On peut contre-argumenter, mais après moi je vais contre-argumenter derrière. Pourquoi quelqu'un dit non? C'est pas une réaction exothermique. Allez, pourquoi quelqu'un dit non? Quelqu'un dit non. Et il n'ose pas. Comme ça, quand c'est comme ça, tu vois, ça ne fait pas d'énergie. Non? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'énergie dans le bois? Avec le bois? Ça, c'est une question que tu peux poser à un enfant de primaire. Hein. On va le brûler, mais comment je fais pour le brûler? Donc ça veut dire que je dois créer l'étincelle au départ pour alimenter le feu. Alors donc on doit lui donner de l'énergie au départ. Ça c'est un contre-argument qui aurait pu me dire. Alors maintenant je vous explique bien. Vous voyez, il faut un peu... En fait, en effet, brûler du bois, c'est une réaction exothermique. Ça apporte de l'énergie. Mais pour libérer au départ l'énergie qui se trouve dans les liaisons, parfois, et sinon souvent, il faut amorcer la réaction. C'est-à-dire qu'on doit donner un petit peu d'énergie au départ pour commencer à casser les liens, ok, et puis récupérer l'énergie. Vous comprenez? Donc l'étincelle au départ,
ça la rend pas exothermique, ça la rend pas exothermique, enfin endothermique, pardon. Mais il faut faire ça pour commencer à récupérer l'énergie dans les liaisons. Vous avez pigé? Ça va pour tout le monde? Ouais? Le cerveau se remet en route? Oui? Allez. Alors, réaction exothermique, regardons un petit peu. Dans le cas d'une réaction exothermique, il y a une variation d'enthalpie notée. Alors comment est-ce qu'on note chaque fois qu'il y a une variation? On a bien vu ça en physique. Une variation de position, une variation de vitesse, une variation de temps. Très bien, donc je vais noter delta. C'est une variation d'enthalpie. Donc delta H. Ça marche? Delta H au cours de cette réaction. Ok? Par convention, delta H, on va quand même l'entourer. Delta H, c'est HP moins HR, c'est-à-dire l'enthalpie du produit moins l'enthalpie du réactif. C'est juste une convention. On a posé ça au départ, on aurait pu faire l'inverse. Ça va pour tout le monde? Ouais? Alors, du coup, la variation d'enthalpie est donc... Alors, on va regarder. Je vais refaire le schéma. Donc, regardez ici, donc ce schéma ici. Hein. Ça va? Donc, regardez l'énergie des réactifs. Elle est comment par rapport à... Donc, l'enthalpie des réactifs, elle est comment par rapport à l'enthalpie des produits? Elle est plus élevée. Ça veut dire que mes réactifs, au départ, ils contiennent plus d'énergie. Tout le monde comprend ça? Dans mon bois, dans les liaisons, il y a plus d'énergie que ce que je veux obtenir. Quand je brûle du bois, pour rappel, comme ça on fait un peu, c'est une combustion. Donc, c'est le bois qui réagit avec quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin pour que ça brûle le bois? On a besoin d'une étincelle au départ, donc un petit apport pour déclencher, d'accord, mais c'est pas tout. Hein. Ça réagit avec un autre type de molécule. Quel gaz? Carbone. Pas du tout. Le carbone, il est dans le bois. Le carbone, c'est des grosses molécules organiques avec plein de carbone. Mais, Oxygène. très bien, on a besoin d'oxygène. Qu'est-ce qu'on fait quand vous voulez éteindre un feu? On enlève Alors souffler, c'est amener de l'oxygène justement. Hein. Donc il faut bien faire gaffe. Vous faites comme ça quand vous voulez allumer votre barbecue. Vous faites comme, vous secouez, vous amenez de l'air, vous soufflez justement pour amener de l'oxygène. Donc il ne faut pas souffler. Ça va? De quoi? On enlève l'oxygène de la pièce. On enlève l'oxygène de la pièce. Vous mettez une couverture mouillée pour pas qu'elle brûle. Vous mettez sur votre feu, ça s'éteint. Ok? Donc vous enlevez l'oxygène. Vous comprenez ça? Donc en fait, le bois va brûler, plus l'oxygène. Et qu'est-ce qu'on produit toujours dans une combustion? C'est quoi qui est produit dans une combustion? CO2. Du CO2, très bien, et de l'eau. Ok? Ça va? Donc, en fait, je dis ça pourquoi? Parce que vous allez voir que ça va nous aider à comprendre. Les réactifs, donc ils ont des grosses molécules organiques, c'est des grosses molécules. Il y a plein de liaisons dedans. Donc dans ces liaisons, il y a plein d'énergie. Ça va? Donc l'énergie des réactifs est plus importante que l'énergie des produits, puisqu'après on obtient des plus petites molécules, CO2 et O, qui ont moins d'énergie interne. Ça marche? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va récupérer cette énergie. Ok? C'est l'énergie qui va servir à chauffer entre les deux. Est-ce que ça c'est clair? Oui? Donc l'énergie, je répète, l'énergie, l'enthalpie qui se trouve dans mes grosses molécules du bois, du charbon, peu importe. Ok? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais brûler, je vais démarrer la réaction, elles vont brûler. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se transformer en produits, c'est-à-dire en CO2 et en H2O, qui possèdent moins d'énergie. Vous voyez qu'entre les deux, l'enthalpie des produits est plus basse. Okay? Et donc, comme elles ont moins d'énergie, qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle ne disparaît pas. Ça veut dire qu'elle a été produite. Est-ce que ça, c'est clair? Ouais? Et du coup, le delta H, on l'a dit, c'est l'enthalpie du produit moins l'enthalpie des réactifs. Ouais? Donc, si l'enthalpie des produits est plus petite que l'enthalpie des réactifs, si je fais ça, la valeur que je veux obtenir, elle va être comment? Toujours négative.
Ok? Donc une réaction exothermique, il faudra bien le retenir, elle est toujours négative. Ça va? Ouais? Impeccable. Donc notons ça. La variation d'enthalpie est donc, puisque HP, aïe, c'est pas ça que je voulais faire, HP est plus grand que HR, donc non, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Faire comme ça. HP est toujours plus grand que HR, donc évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Delta H sera plus petit que 0, négatif. Ça va? Vous avez compris? Donc, avoir bien ce truc-là en tête, ça aide à avoir bien retenu. Hein. Ça marche? Alors maintenant, je vais faire un peu moins, vous allez faire un peu plus. On va faire, avec tout ce que je vous ai expliqué, voir si vous avez bien compris, on va faire le raisonnement avec la réaction endothermique. Alors, dans le cas d'une réaction endothermique, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a je me mets comme ça vous voyez ce qu'on avait écrit en exothermique. Donc, dans le cas d'une réaction endothermique, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a une variation d'enthalpie notée delta H au cours de cette réaction. Donc, on peut renoter tout ça. Ça va? Vous notez? C'est bon? Rania? Oui, c'est bon. Ouais? Ok. Donc, on va rappeler, HP cette fois-ci sera comment par rapport à HR ou HR par rapport à HP? Voilà, donc on peut noter HP sera plus grand que HR. Ça signifie que la variation d'enthalpie, c'est là que je peux le mettre, hein, et donc, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, variation delta H est égale à HP moins HR. Si HP est plus grand, le delta H sera toujours, voilà, toujours plus grand que 0, positif. Évidemment. Vous avez pigé? Faut le dire alors. Jeda, t'as pigé? Sûr, mais tu dois dire, hein, parce que tu fais un truc comme ça veut dire oui ou c'est moyen? Ok. Non, parce que tu sais, dans certains pays, quand on fait comme ça veut dire oui, alors je suis pas sûr. Je rigole pas, hein, c'est vrai. En Bulgarie, ils font comme ça. Moi, la première fois, je me dis, ça va? Et ils me font comme ça, je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vois, c'est bien que je le sache, tu vois. Donc, qu'est-ce qui va pas, si tu sais? Parce que c'est ça qui est important, tu vois. La différence qu'il va faire, c'est pas genre ça va, c'est qu'est-ce qui va pas. Analyse ce qui va pas. C'est toujours ça que tu dois essayer de faire, repérer ce que tu comprends pas exactement. Peut-être que tu as besoin d'un peu plus de temps et que j'avance encore un peu, mais tu ne dois pas laisser passer des choses. À un moment, tu dois venir me poser la question. Ça va? Donc, est-ce que tu arrives à repérer ce qui ne va pas? Oui, sûr? Tu prends note en disant attention, je dois faire gaffe et tu reviens vers moi, tu n'oublies pas de me le dire. Ça marche? Les autres, c'est bon? Ouais? Alors, donc vous avez le diagramme, hein, c'est le même qu'on avait dit, et vous voyez donc en effet le delta H, il est positif, alors qu'ici, il est négatif. Ça marche? Tout le monde a bien compris? Alors, spontanéité de ces réactions. On va voir, peut-être avec des exercices, ce sera plus parlant. Il y en aura plus loin, mais d'abord, j'ai introduit toute la théorie avant d'arriver à ça, parce qu'on va tout mettre ensemble après. Alors, il y a un impact qu'on va voir, c'est la spontanéité des réactions sur cela. Alors, lisons. Qui peut lire comme ça, c'est pas moi qui lis tout. Pas tous à la fois, parce que j'ai du mal à choisir là, c'est bien dur. Merci Alima, tu peux lire? Quoi? Je vois pas, j'ai pas de... Qui veut lire? Bon, merci. Lors d'une
Alors, donc on a dit réaction exothermique, toujours bien. Est-ce que vous visualisez la chose quand vous le faites? Réaction exothermique, elles produisent de l'énergie. Donc, les réactifs contiennent. S'ils contiennent moins d'énergie, est-ce qu'ils peuvent en libérer? Vous comprenez le truc? C'est les réactifs, ils contiennent plus d'énergie parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont en libérer après. Ok? Je reviens juste sur ce petit truc ici. Vous voyez? Les réactifs, évidemment, ils contiennent plus d'énergie puisque après on a le produit plus de l'énergie. L'ensemble de l'énergie, elle est constante, elle disparaît jamais. Ça va? Ouais? Alors, lors d'une réaction exothermique, donc les réactifs contiennent plus d'énergie que les produits. Ils sont donc... Alors, au niveau de stabilité, qu'est-ce qui est le plus stable? Quelque chose qui contient beaucoup d'énergie ou quelque chose qui n'en contient pas beaucoup? C'est plus stable ce qui n'en contient pas beaucoup? Logique, ouais. Ça va? Ok pour tout le monde? Ouais. Donc évidemment, si on a beaucoup d'énergie, le moindre truc, hop, ben, ça va avoir tendance à libérer de l'énergie. Ok? Donc ça, c'est un des principes de la thermodynamique, c'est-à-dire que ouais, quelque chose qui a un peu moins d'énergie sera plus stable. Ça va? Donc ici, je ne sais plus ce qu'on a dit. Que les réactifs contiennent plus d'énergie que... Je crois que j'ai dit l'inverse maintenant. Les réactifs contiennent plus d'énergie que les produits, ils sont donc moins stables. Je ne sais pas si j'ai l'impression que j'ai dit l'inverse à un moment, mais... Non? Ok, tant mieux. Une réaction chimique exothermique, donc ça veut dire delta H, c'est comment par rapport à 0? On a dit exo, c'est plus petit que 0. Ça marche? C'est négatif, toujours. Donc on retient un négatif, c'est exothermique, ça libère de l'énergie. Donc les réactifs ont plus d'énergie que les produits. Vous voyez? Quoi? J'ai pas compris. Ouais. Il faut avoir cette image en tête, des molécules qui ont beaucoup d'énergie, qui se transforment en plus petites molécules plus stables et qui libèrent de l'énergie. Si vous visualisez le truc, c'est assez évident et du coup tout vient. Et puis on retient juste que le delta H doit être négatif, quoi. Que c'est HP moins HR. Voilà. Parce que ça c'est conventionnel, on pourrait pu faire l'inverse. Ça va? Alors, donc delta H est négatif et est, alors là je vais mettre spontané. Donc spontané, ça va? Donc, a priori, vous voyez, si on fait ce petit truc de démarrage, le petit truc, on ne doit pas pousser, on ne doit pas donner de l'énergie, enfin, pas a priori, on ne doit pas donner d'énergie pour que la réaction se fasse. Donc ça veut dire que ça devient une réaction spontanée. Vous voyez ça? Naturellement, la réaction, une fois que vous avez allumé, donné l'étincelle, votre bois, il va brûler jusqu'à la fin. Ok, sauf s'il y a d'autres conditions qui interviennent, qui vont le refroidir, empêcher l'oxygène ou plein de choses comme ça. Mais a priori, si on ne l'empêche pas la réaction, elle continue. Elle est donc spontanée. Vous comprenez ce truc-là? Ouais. Car elle génère des produits qui sont comment? Plus ou moins stables. Les produits, ils seront plus stables. Vous comprenez? Donc c'est spontané parce qu'on obtient des produits plus stables. Ok? Va toujours naturellement, ça va aller vers la stabilité. Ça va? Tout le monde comprend ça? Alors, la suite. Lors d'une réaction endothermique, les réactifs contiennent... Allez, on reprend la même démarche. Moins d'énergie. Il n'y a que Fatia qui parle, les autres. Vous suivez ou pas? Moins d'énergie que les produits. Ils sont donc... Ouais? Sûr? Ils sont donc... Vous me fatiguez un peu là, je donne toute l'énergie que j'ai, je vais finir épuisé après cette heure-ci. Il se passe un truc ou quoi que je sais pas, ou vous êtes juste mou? Vous avez mal dormi?
Allez, parce que essayez de vous investir, ça va vous aider à vous réveiller. Hein. Une réaction chimique endothermique. Alors, c'est un delta H. Très bien. Pardon, excusez-moi. Positif, plus grand que 0. C'est donc... allez, regardez par rapport au-dessus. Oui, ce n'est donc pas spontané. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai mis non spontané. Car elle génère des produits moins stables. C'est comme ça, hein, j'ai bien mis, ouais. Ça marche? Vous avez pigé? Oui? Alors, on passe au deuxième facteur. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu. Donc, on a fait les contenus énergétiques, donc l'aspect enthalpie d'une réaction. OK? Donc, l'aspect énergétique. Il y a un autre facteur. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Quelqu'un a déjà entendu parler de l'entropie? Non? Alors, l'entropie, c'est un mot qui a l'air un peu compliqué comme ça, mais ça veut simplement dire le chaos. Donc, c'est la théorie du chaos. Ça va? Et c'est quoi le principe du chaos? Dans votre chambre, si vous faites rien dans votre chambre, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, le chaos augmente. Dans tout système, c'est un principe physique de base de notre univers. Dans tout système tend naturellement à augmenter son entropie, son chaos. Comprenez l'idée? Qu'est-ce que vous devez faire dans votre chambre pour empêcher que le chaos s'installe? Vous devez Être en mouvement. Vous devez quoi? Juste être en mouvement? Non, Vous devez ranger, vous devez aspirer, vous devez nettoyer. Et en fait, pour faire tout ça, qu'est-ce que vous devez faire? Du coup, dépenser de l'énergie. Donc en fait, naturellement, sans rien faire, le chaos augmente. Ok? Pour pouvoir, donc tout système augmente son entropie. Pour pouvoir inverser ça, ça coûte de l'énergie. Je sais pas, prenez des billes rouges, vertes, bleues. Ok? Vous mettez ça dans un bocal et vous faites donc je secoue le bocal. Et qu'est-ce qui se passe? Les billes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se mettre dans le... Je vais devoir faire des charades bientôt. Hein. Dans le désordre, dans le chaos. Ok, donc elles vont se mettre dans le désordre. Est-ce que quand je secoue un sac de billes, est-ce qu'elles vont toutes se classer comme ça? Le rouge, les vertes et les bleus? Non. Qu'est-ce que vous devez faire pour les avoir rouge, vert, bleu? Vous allez devoir les classer, enfin donc dépenser de l'énergie pour pouvoir les classer dans cet ordre-là. Comprenez cette idée? Donc c'est vraiment ce concept-là. L'entropie, elle a tendance naturellement, ça va, à s'installer. Le désordre s'installe. Mais on peut avoir plus d'ordre à un endroit, mais pour ça, ça coûte de l'énergie. Ça marche? Alors c'est intéressant, je fais juste une parenthèse comme ça, mais sur le fonctionnement, c'est une règle pour tout l'univers. L'univers global, plus on avance, plus on va vers du chaos, plus on va vers du désordre. Ok? Tout l'univers augmente vers le désordre. Mais il y a un truc de fou, c'est que, est-ce que nous, on est désordonnés? Oui. Tu trouves? Oui. Enfin non, pas dans ta chambre, mais je parle de notre corps, la structure de notre corps. Et même ta chambre, je veux dire, ta chambre, tu as des objets. Est-ce que naturellement, waouh, il y a des arbres qui ont poussé, qui ont fabriqué des tables et des machins comme ça? Pas du tout du chaos, ça. Vous vous rendez compte que c'est hyper ordonné de créer des trucs comme ça, avec toutes des tables énormes et tout. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Alors qu'on sait que sur l'ensemble du système, vous voyez, l'ensemble de l'univers, le chaos augmente. Mais en fait, le chaos augmente sur l'ensemble de l'univers, mais on peut avoir localement, parce que ça coûte de l'énergie, en dépensant de l'énergie, une augmentation de l'ordre. Donc on a une augmentation d'ordre local, mais ça coûte à l'ensemble de l'univers
l'inverse, c'est-à-dire une augmentation d'entropie globale. Ça va? Donc ici, on augmente l'ordre, ça va? Mais en fait, sur l'ensemble de l'univers, ça nous a coûté de l'énergie, etc. Et donc, on a augmenté le désordre. Comprenez? Ouais? L'entropie, c'est quelque chose de négatif. Ben, non. C'est ni négatif, ni positif. C'est comme ça. Tu vois, ça, c'est une valeur humaine que tu appliques. La réalité, elle est juste comme ça. On remarque que l'univers fonctionne comme ça. On valorise l'entropie. Ce qu'il y a juste, c'est que s'il n'y avait que de l'entropie, tu vois, s'il n'y avait que de l'entropie pure et qu'il y avait toujours que du désordre, ben on n'existerait pas. Tu vois? Donc, mais est-ce que aussi, c'est pas parce qu'il y a une augmentation d'entropie globale que ça permet aussi une augmentation de la complexité locale? Mais après, on rentre dans plutôt des aspects philosophiques. Ça va? C'est à réfléchir. Enfin, on veut dire, oui, on extrapole sur des principes physiques. Mais a priori, voilà, ça c'est de mettre des valeurs sur des concepts. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Ça va? Ok pour tout le monde? Alors, 10 minutes, bien. L'entropie, c'est quoi? Ben, on peut mettre, c'est le désordre d'un système. Ok? Quand je dis un système, imaginons, on est dans un thermos, on est dans une classe et on imagine qu'il n'y a rien qui rentre et qui sorte. Ça va? Donc, là déjà, je parle d'un système isolé. Je n'ai pas encore suffisamment peut-être détaillé ça, mais voir ce qu'on appelle un système. On peut imaginer la pièce comme un système isolé dans lequel il n'y a rien qui sort et qui rentre. Ok? Maintenant, il y a des systèmes ouverts où il y a des échanges avec l'extérieur, ce qui est plutôt le cas de la classe puisqu'on fait des échanges avec l'extérieur. La Terre, on peut l'imaginer comme un système isolé, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un système isolé parce que il y a quand même de l'énergie solaire qui rentre, il y a de l'énergie qui est perdue parce qu'elle repart de la Terre. Repensez un peu à l'effet de serre ou des choses comme ça que vous avez sans doute déjà vu en géo. Ben, on peut créer artificiellement des systèmes isolés. Hein. Donc on peut un thermos, alors c'est jamais parfaitement isolé, mais un thermos dans lequel il y a un liquide dedans, on empêche les échanges de matière et d'énergie, c'est un système isolé. Voilà. Ou en tout cas, on l'approche comme un système isolé. Le seul, a priori en tout cas, sans preuve du contraire, pour le moment, l'univers est un système isolé. Ok? Puisque, a priori, il n'y a qu'un univers, qu'il n'y a pas de matière et pas d'énergie qui peuvent sortir ou rentrer. Ça va? Après, si on prouve qu'il y a des multivers et qu'il y a des échanges entre les multivers, alors c'est plus un système isolé, mais il n'y a pas encore de preuve de ça. Ça va? Ou il n'y aura peut-être jamais de preuve de ça. Ça va? Compris? Donc l'entropie, vous avez noté désordre d'un système. Ok? Système. Alors, vous voyez, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Hein. Regardez ici. Donc, vous avez votre énergie d'activation. Vous voyez que c'est tout rangé. Et donc, après, ben, vous avez une perte d'énergie. Vous avez l'état 2 qui est en fait naturel, qui va se faire naturellement. Par contre, pour passer du désordre à l'ordre, c'est pas une perte d'énergie qu'il faut, c'est un apport d'énergie. On doit donner de l'énergie pour pouvoir le faire. Ça marche? Alors, les états de la matière. Tiens, je suis où ici? Tiens, il manque une page. 4, 5. Tiens, c'est bizarre ça. Dans mes notes, j'ai pas ça. Ah, ici. J'ai sauté trop loin. Les états de la matière, pardon. Les états de la matière sont donc, voyons un peu, ah bah si, j'ai pas. C'est bizarre ça. J'ai une partie qui saute ici. Ah, j'ai une inversion de mes pages ici. Attendez. Je regarde juste. Excusez-moi, mais j'ai un problème d'ordre dans mes notes. Ah, mais attendez, oui, je sais. C'est une feuille que j'avais rajoutée. Pardon. Donc c'est bon. C'est le désordre qui augmente chez moi. Il me reste 5 minutes, donc c'est pas grave. Voilà, on y va.
Les états de la matière sont donc dans un état de désordre plus ou moins grand. L'état de la matière ayant la plus grande entropie est... Alors, rappelons quels sont les 3 états de la matière? Solide. Liquide, solide, liquide et gaz. Ok? C'est lequel, à votre avis, qui a la plus grande entropie, le plus de chaos? J'ai entendu plusieurs fois. C'est le gaz, hein? Ça va? Évidemment, les molécules, elles bougent dans tous les sens, donc l'entropie est maximale. Le liquide, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules, elles roulent l'une par rapport à l'autre, et donc leur entropie, elle est déjà un peu plus faible, mais elle bouge encore. Un solide, Il n'y a pas d'entropie. alors il y a quand même toujours une entropie, parce qu'elle vibre, etc. Ce qui a probablement le minimum d'entropie comme ça, des cristaux. Okay, vous voyez des cristaux, on a vraiment réduit au maximum l'entropie parce qu'on a toute une structure qui se crée. Ok? Donc, on va les reclasser. Donc, celui qui a la plus grande entropie, c'est le... Dites-moi. Gaz. Ensuite, liquide. Très bien. Et le solide. Et donc, on va faire un petit moyen. Il nous reste 5 minutes, je vais terminer là-dessus. Comme ça, je termine le point. De manière simplifiée, pour estimer la variation de désordre, alors il y a des moyens. L'entropie, d'ailleurs, je vous le mets juste une fois comme ça. C'est S. Et donc, si on regarde la variation d'entropie, c'est delta S. On ne va pas forcément l'utiliser, mais il y a vraiment des formules plus poussées, etc. On ne le fait pas ici. Je vous le dis juste comme ça. On va trouver un autre moyen de le faire. Assez simple, c'est une stratégie et c'est simple mais ça marche vachement bien. Ok? C'est de manière simplifiée pour estimer la variation de désordre, c'est-à-dire le delta S. Ok? Eh bien, entre réactif et produit, il suffit de calculer la variation du nombre de moles de gaz. Donc, variation du nombre de moles de gaz, de nouveau, variation, je vais mettre delta, N pour nombre de moles. Et alors un petit G en indice pour de gaz. Donc, si j'ai beaucoup de moles de gaz au départ, ça veut dire que j'ai une grande entropie. Ouais. Si à la fin, après ma réaction, j'ai moins de nombre de moles de gaz, mon entropie va diminuer, parce que j'ai plus de solide ou de liquide. Vous comprenez l'idée? Et donc, juste en regardant comme ça, tiens, j'ai beaucoup de gaz au départ et puis pas beaucoup à la fin, je vois que l'entropie a diminué. Par contre, si j'ai peu de gaz après mais que j'en produis beaucoup, l'entropie, elle, augmente. Donc, regardez le bois qu'on brûle. Au départ, est-ce qu'on a du gaz? On a l'oxygène. Bon, après, c'est un peu vite fait comme ça et vite dit, parce qu'il faudrait quand même regarder ça, mais on a juste l'oxygène. Mais après réaction, on a le CO2 et l'eau. Ok? Et donc, en fait, il faudrait faire l'équation chimique de ça, mais il y a plus de gaz après. Donc, l'entropie, elle augmente. Vous voyez l'idée? Et donc, comme ça, je termine là-dessus. Entre le nombre de moles de gaz des produits, et donc le nombre de moles de gaz des produits, on va noter N, G, et je vais mettre entre parenthèses P, nombre de moles de gaz des produits. Et nombre de moles de gaz oh, super. Des réactifs, eh bien, voilà, comme ça, on peut noter delta NG est donc égal à N. Oula, et je termine là-dessus. Allez, avant qu'il sonne. NG des produits, donc on va toujours faire les produits, moins NG des réactifs. Ça va? Et là, on aura 2 cas et je reprendrai ça avec les autres. Ça avec vous. Ok? Est-ce que vous vous réveillez là pour la fois prochaine? Comment ça, éventuellement? Certainement. Est-ce que je reste ici ou je bouge? Non, moi je bouge.